Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, don't apologize for your accent. J'espère que j'ai mis l'accent, on va en parler avec Leonilda Reinaldo, fondatrice de Leonida Mix, sur les difficultés qu'on rencontre lorsqu'on n'a pas l'accent. Bah oui, on parle une langue mais on n'a pas l'accent, c'est compliqué, on fera le point avec elle dans quelques instants. Les entreprises s'engagent et on va parler de la passerelle Sodexo et sa formation barista permettre à des jeunes des quartiers prioritaires d'accéder à l'emploi. On va en parler avec Isabelle April. Elle est la directrice de l'innovation sociale chez Sodexo. Et puis le cercle RH, un débat, la fin, l'exclusivité. On va parler du lien de subordination. Le travail et son contrat qui nous lie à un employeur. Tout ça est un peu bousculé par la génération Z. On en parlera avec nos invités dans le débat. Et puis fenêtre sur l'emploi, les salaires. Bah oui, c'est un sujet essentiel. Les perspectives pour 2023 avec évidemment l'étude Robert Walters France et Coralie Rachet sera avec nous. Elle est la directrice générale de Robert Walters. Merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle aujourd'hui de l'accent. Alors pas l'accent ch'timi ou l'accent marseillais, encore que il pose de certaines difficultés dans certains métiers. Mais on parle des accents lorsqu'on parle l'anglais et qu'on a parfois le mauvais accent. Et on en parle avec Leonilda Reinaldo. Bonjour Leonilda. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Alors vous avez une pointe d'accent. Vous êtes fondatrice de Leonida Mix. Vous êtes américaine ? Absolument. Née aux États-Unis ? Tout à fait. Et vous avez décidé de vous emparer d'un sujet alors, qui est assez intéressant parce que c'est vrai que dans les réunions de cadre, on baragouine l'anglais. Quelle a été votre problématique ? Vous vous êtes rendu compte de cela, évidemment, et des freins que ça provoquait parce que certains n'osent même pas parler. C'est ça le danger ? Tout à fait. C'est effectivement le frein qui m'a le plus interpellée. Et je peux en parler parce que j'ai une pointe d'accent, comme vous dites. Et je me dis, quel dommage de se priver des idées qui peuvent venir des différents horizons à cause d'un accent. Mais excusez-moi, c'est un handicap. Moi, je constate que certains l'assument totalement et font presque exprès de ne pas mettre d'accent. Tout à fait. Il y a de ça, c'est-à-dire qu'ils parlent l'anglais, mais ils le francisent, enfin, dans l'accent. Ça vous choque, vous, ou vous dites après tout, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je dis pourquoi pas. Aujourd'hui, l'anglais, en tant que langue de commerce global, ne peut pas se permettre de s'arrêter à un standard d'anglais. Et donc, par ce fait, nous avons deux types de personnes. Nous avons ceux qui ont leur accent, qui l'assument totalement et qui dérangent les autres. Et nous avons ceux qui n'osent pas, justement, parce que ceux qui n'osent pas, c'est souvent ceux qui jugent les autres. Donc, vous voyez, c'est... Et qui sont souvent sévères avec eux. Les Français et la langue anglaise, 73% des actifs avec la langue anglaise rencontrent des difficultés dans la pratique de l'anglais sur leur lieu de travail. Ça, c'est un sondage Ipsos et Wall Street English. Et 7 Français sur 10 se disent mal à l'aise avec l'anglais. Au-delà de l'apprentissage technique d'une langue, quelque part, j'ai le sentiment que vous êtes aussi quelqu'un qui nous rassurait, nous accompagnait. Vous dites c'est une légende urbaine que de croire qu'il y a un bon ou un mauvais accent. Tout à fait. Tout à fait. Tout simplement parce que même au sein même d'un pays anglophone, du nord au sud, il va y avoir des accents. Tout comme en français d'ailleurs, qu'on soit à Marseille... Ça, vous l'avez constaté, ça ? Oui, tout à fait, tout à fait. On comprend plus ou moins qu'on soit dans le nord de la France, à Lens, ou qu'on soit à Marseille. Tout à fait. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui viennent pousser la porte de votre structure, déjà, il faut faire tomber les murs de l'appréhension, et quand ils vous disent « bon, ben, moi, je suis nul, on ne me comprend pas, mon accent est mauvais », il faut déjà aussi les accompagner là-dessus. Absolument. Et ça, c'est un travail. C'est un travail de longue haleine, tout simplement parce que c'est des restes de l'école, en fait, de ce conditionnement qui a fait que si on n'a pas tiqué toutes les cases de la grammaire, du vocabulaire et de l'accent, eh ben, on n'a pas une carrière internationale à laquelle aspirer. Donc votre travail, c'est d'abord une remise en confiance, de les accompagner sur cette confiance, puis ensuite, j'imagine quand même, de pratiquer quand même. Il faut pratiquer. Ah oui.
C'est ça votre travail. C'est la magie. C'est la magie. C'est-à-dire quoi? Vous fonctionnez comment? On ouvre une visio, je vous raconte ce que j'ai mangé ce matin. Comment on fait? Alors, comment on fait? Justement, d'abord, comme vous dites, on va travailler l'état d'esprit dans lequel on va travailler, parce que c'est la clé de tout. La confiance. La confiance, la confiance. Donc, on va défaire toutes ces histoires qu'on se raconte à longueur de journée sur le fait que je suis nulle ou pas. Ensuite, on va pas parler du café, mais peut-être parler du café qu'on va prendre avec le directeur des ventes de la filiale à Singapour. Donc, on va se mettre en situation, on va créer des scénarios pour défaire à la fois l'état d'esprit qui ralentit et créer donc l'imaginaire, faire travailler l'imaginaire pour se voir en situation de réussite. Y a un sujet en France qui est d'ailleurs qui fait un peu écho à votre histoire, parce que vous êtes né à New York, vous êtes né dans le Bronx, quartier multiculturel et qui est aussi porteur d'une image, ça a évolué depuis, mais très négative. Tout à fait. On n'allait pas dans le Bronx quand on se baladait à New York. On a ce vrai sujet avec les jeunes des quartiers prioritaires en France. Est-ce que là aussi, vous avez une réflexion autour de votre activité, de se dire, après tout, eux aussi, ces jeunes, on doit leur tendre la main, on doit les accompagner à accéder à cette langue? Absolument, absolument. Merci de l'avoir mentionné parce que c'est quelque chose dont aujourd'hui je suis fière. Ça a demandé du travail. Quel parcours! Je vous cache pas, ça a demandé du travail et j'en suis très contente aujourd'hui. Et mon travail consiste aussi à accompagner les jeunes. Donc je travaille dans les écoles de commerce qui ont des jeunes qui viennent des quartiers et leur montrer que il y a une vie ailleurs. Vous êtes un modèle aussi pour eux quand vous leur racontez, j'imagine que vous racontez votre histoire. Ah oui. Dans le Bronx, il y a un accent par rapport à l'accent un peu plus pointu de New York ou de Wall Street. C'est la même langue? C'est la même chose. Il n'y a pas de différence? Pas du tout. Pas du tout. On pourrait le croire, hein, quand on est français et qu'on vient à New York, on se dit, il y a le marché, Tribeca, Soho, et puis il y a le Bronx et Harlem. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Alors, n'oublions pas que nous avons des gens comme Colin Powell qui viennent du Bronx. Absolument. Qui venaient du Bronx. Qu'est-ce que c'est beau, Colin Powell, quand vous le dites? Voilà. Colin Powell, Kerry Washington, donc une grande actrice. Oui. Donc, c'est des accents qui viennent de partout de la ville. Pour reboucler les jeunes des écoles de commerce qui viennent parfois de quartiers prioritaires et qui sont en manque de confiance, là aussi, vous avez le même discours, libère-toi des préjugés et du regard de l'autre, parce que c'est aussi beaucoup cela qui nous gêne. C'est ça. Le regard de l'autre est très pesant. Donc, c'est pour ça que imaginer une situation réussie a toute sa place pour pouvoir imaginer ce qui est possible. Imaginer ce qui est possible. 50% confiance et 50% apprentissage, parce qu'on ne peut pas le nier, il faut quand même travailler un petit peu. Ah oui. Un petit peu la grammaire, les verbes irréguliers, enfin tout ce qui constitue la langue. Mais d'abord, c'est 50% la confiance. Ah oui, c'est la clé de tout. Merci Léonilda d'être venue nous rendre visite. Léonilda Reynaldo, fondatrice de Léo Dynamics. J'ai mis une petite pointe d'accent, vous avez vu, j'ai essayé de faire un effort. Et vous accompagnez ces cadres qui parfois perdent un peu les pédales et à qui vous allez redonner confiance aussi. C'est ça tout l'enjeu. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On tourne une page. Les entreprises s'engagent, c'est notre rubrique hebdomadaire à la rencontre d'entreprises qui s'engagent justement en direction des jeunes et notamment des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. C'est tout de suite. Comme chaque semaine, les entreprises s'engagent avec la société Sodexo aujourd'hui. La Sodexo qui travaille notamment en direction de ces jeunes issus des quartiers prioritaires. On va en parler dans le détail avec Isabelle April. Bonjour Isabelle, ravie de vous revoir. Merci de m'avoir invité. On est ravis de vous retrouver. Vous êtes venu il y a quelques mois nous parler de cette stratégie, de ce lieu aussi très particulier qu'on avait montré d'ailleurs à l'image, directrice de l'innovation sociale chez Sodexo. D'abord un tout petit mot, parce que c'est une grande communauté, ces entreprises qui s'engagent. Qu'est-ce que ça vous apporte et pourquoi avoir décidé d'engager cette démarche ? Ce qui est très important pour nous, c'est que notre démarche ne reste pas isolée. Et finalement, cette initiative qu'on a prise de s'implanter dans un quartier prioritaire, elle doit porter ses fruits le plus possible et donc jouer ce rôle de catalyseur et pouvoir mettre autour de la table d'autres entreprises tout aussi engagées, c'est très important pour nous.
Alors revenons, la passerelle, on avait vu ce bâtiment, on va voir ces photos, qui est un très beau lieu, qui est au-delà d'un lieu de formation, si j'ai bien compris, c'était un lieu de vie, un lieu d'échange. C'était ça l'esprit. À Clichy, si je ne m'abuse. À Clichy-sous-Bois. À Clichy-sous-Bois, donc qui est un lieu emblématique de la banlieue en Île-de-France. La passerelle, c'est quoi? Puis on va bien sûr parler de la formation barista. Mais d'abord, juste pour nous rappeler que ce lieu, c'est un lieu de formation, mais c'est bien autre chose. La passerelle, c'est le nom qu'on a donné à la fois à un modèle et à un lieu, effectivement. Ce premier pilote qui a vu le jour à Clichy-sous-Bois. Et dans ce lieu, on trouve un certain nombre d'activités qui sont toutes tournées vers les impacts qu'on recherche. Premièrement, développer l'employabilité des habitants de ces territoires. Deuxièmement, travailler sur la santé par l'alimentation. Et puis finalement, parce qu'on s'implante dans ces quartiers au travers de bâtiments pour lesquels on veut un geste architectural, c'est contribuer à l'attractivité du territoire aussi. Isabelle, aujourd'hui, focus sur cette formation barista. Alors, moi, j'ai essayé de comprendre ce que c'était. Je sais pas, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la formation barista? Et qu'est-ce que ça veut dire barista? On a l'impression que c'est une marque de pâtes, mais pas du tout. Non, c'est le nom d'un métier. D'ailleurs, il y a un champion du monde des baristas qu'on a fait venir dans le cadre du parcours qu'on a créé pour ces jeunes à qui on a commencé par présenter le métier, parce qu'effectivement, ça ne parle pas à tout le monde. Mais ce métier, ça consiste à être spécialiste de la préparation des boissons, et notamment du café. Et c'est tout un univers que les jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, peuvent découvrir dans le cadre de ce parcours. Et donc, grâce à on voit quelques images des jeunes qui se sont inscrits dans ce parcours. Le café, c'est comme le vin. Enfin, il y a une variété de café, il y a toutes sortes de cafés, il y a des alliages, des mélanges. C'est ça, c'est approfondir la connaissance de ce produit assez dingue. Tout à fait. Et puis, il y a un côté artistique, puisque je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de déguster du café avec des fleurs. C'est vrai. Voilà, des épaisseurs. Des épaisseurs. Voilà, c'est tout ce qu'on apprend dans le cadre de ce parcours d'emploi. Donc, très concrètement, on a commencé par présenter ces métiers, expliquer qu'il s'agit de se spécialiser dans la préparation du café, mais aussi d'être une sorte d'animateur d'un point de vente, parce que nous, chez Sodexo, on cherche des baristas pour animer nos points de vente dans les entreprises dans lesquelles on est présent. Donc, il faut savoir s'adresser aux clients, savoir au-delà du leur donner envie. Leur donner envie. Connaître le produit. Tout à fait. Et pouvoir en parler. Ouais. Donc, le parcours, c'est quoi? Parce que là, on a bien compris les jeunes issus de ces quartiers prioritaires. Vous leur présentez le métier. La promo, elle est de combien? Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'ils ont déjà enclenché leur processus de formation? Et j'ai envie de dire, à quel moment ils basculent dans le monde du travail réel? Alors en fait, c'est un parcours dans lequel ils s'inscrivent pour une durée à peu près de 6 semaines. Pendant ce parcours, il y a plusieurs points d'accroche. C'est, on le disait à l'instant, le métier lui-même, la technicité un peu artistique. Oui, c'est vrai. Il y a aussi la découverte des codes de l'entreprise. Et puis, il y a ce sujet qui est fondamental par rapport à ce métier de barista, c'est comment on s'adresse aux clients, quel comportement on a pour être vendeur. Excusez-moi, j'ai envie de dire c'est presque 50-50. Il y a une formation technique parce qu'il faut connaître les arabicas, les robustas et de tous les cafés. Je pense que c'est un tronc commun. Il y a quand même le comportemental, ce qu'on appelle les soft skills. Les soft skills, c'est fondamental dans ce métier-là, effectivement. Et donc, pour s'assurer qu'il y a bien une appropriation de ces comportements nécessaires pour être un bon vendeur, en fait, il y a une étape qui se fait par des stages concrets dans une entreprise avec un tuteur. Donc, à l'issue de ces 6 semaines, en fait, l'idée, quand tous les jeunes, et ils étaient 12 pour répondre à votre question, ils ont tous validé cette formation et donc obtenu un certificat. Et sur les 12, il y en a 10 qui sont aujourd'hui embauchés chez Sodexo et 2 qui ont décidé de se servir de cette expertise pour monter leur propre structure. Leur propre Mais structure. Évidemment, dans le domaine d'apprentissage qu'ils ont eu, ils vont ouvrir quoi, un magasin qui propose du café, j'imagine. Enfin, oui, tout à fait. Ou alors, certains veulent monter leur propre boutique et d'autres vont être embauchés dans d'autres structures. Ce qui est important pour nous, c'est la sortie positive. Évidemment. Mais on voit quand même aussi l'effort que fait la Sodexo, votre structure, qui est une très grande entreprise, avec un focus, avec vraiment une volonté concrète, j'allais dire une volonté politique d'aller chercher ces jeunes. Vous en êtes où? Parce que là, vous allez lancer d'autres promotions. J'imagine qu'en permanence, il faut aller sourcer, il faut aller proposer ces métiers. On en est où dans le processus là? On peut s'inscrire? Comment ça se passe là concrètement? Alors, je pose toujours la même question, mais c'est important. Alors, d'abord, je voudrais juste rappeler que si on est capable de faire ça,
c'est parce qu'on a des alliances très fortes avec les acteurs locaux. J'ai bien compris que c'était plutôt les institutions publiques ou les associations qui, en lien avec vous, vous apportaient ces jeunes, si j'ai bien compris. Tout à fait. Donc il n'y a pas de lien, d'onglet, on ne va pas s'inscrire sur le site de la passerelle, j'imagine, ça ne marche pas comme ça. Non. On peut se présenter directement dans le bâtiment, peut-être pour... Alors, on peut se présenter, mais surtout, en fait, donc là, on disait, depuis avril, qui est la date d'ouverture de la passerelle, on a accompagné une 50aine de personnes, parce que barista est une filière, mais on a déjà fait ça pour les vendeurs dans les boutiques Le Nôtre. Aujourd'hui, on est en train de créer un parcours pour des commis de salle dans des sites prestige de Sodexo, la Tour Eiffel, les bateaux parisiens. Donc ça, c'est la partie luxe de la Sodexo. C'est la partie luxe. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de constater que ce parcours, il est efficace. Le partenariat avec les acteurs locaux est vraiment très efficace. Puis vous faites grandir des jeunes qui n'auraient jamais eu cette opportunité. C'est ça la réalité. Tout à fait. Et donc on veut passer à l'échelle. Donc l'idée, c'est d'avoir un maximum de filières, alors toujours dans les métiers de service. Bien sûr. Et finalement de toucher un maximum de personnes. Donc on est parti de Clichy-sous-Bois, on va s'étendre dans plusieurs territoires et on a en vue une dizaine de territoires d'ici 2025. Île-de-France ou partout en France? Parce que c'est important aussi de penser aux agglomérations et aux quartiers prioritaires ailleurs, à Lyon, à Toulouse, où il y a pas mal de quartiers prioritaires aussi. J'ai tout compris. En tout cas, c'est une très belle initiative, Isabelle April. Merci de la porter et merci de venir en parler assez régulièrement ici. Directrice de l'innovation sociale Sodexo, et vous faites partie de cette belle communauté des entreprises qui s'engagent, des entreprises s'engagent. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on va parler des jeunes, tiens encore, mais les jeunes de cette fameuse génération Z qui tourne, qui boude un peu, qui se détournent du contrat de travail. Oui, ils n'ont pas envie de contrat de travail, ils préfèrent une relation plus libre, peut-être plus détachée. On va y revenir et on va en parler avec des experts parce que c'est en quelque sorte une remise en question du rapport au travail de cette nouvelle génération. On en parle et c'est notre débat du Cercle RH. Et le Cercle RH pour parler des jeunes, de leur rapport au travail et de leur rapport au contrat de travail. Parce que quand on engage et qu'on est recruté, parce que c'est tout l'objet de notre émission, on signe un contrat de travail avec plein de choses à lire et qui nous lie à notre employeur. Et les choses sont en train un peu de bouger, notamment du côté de la génération Z, que l'on va définir avec mes invités. Mathilde Lecause est avec nous. Bonjour Mathilde. Bonjour. Ravie de vous accueillir. DRH chez Mazars et présidente du Lab RH. Et vous intervenez beaucoup à travers des colloques, des conférences, pour aussi nous faire partager votre diagnostic, votre expertise. Et puis avec nous, Élodie Gentina. Bonjour Élodie. Bonjour. Vous êtes associée de professeur, donc professeur associé, pour le dire simplement, à l'IESEG of Management, et vous êtes conférencière sur la génération Z, avec ce livre qu'on va découvrir, écrit par vous-même, dont le titre va apparaître. Non, le titre n'apparaît pas. Rappelez-nous le titre de votre livre. Le livre qui va paraître ou qui est déjà Le dernier sur la génération Z. Alors, c'était des aides consommateurs aux aides collaborateurs en 2018. Et là, j'en écris un prochain, Manager la génération Z en entreprise, qui devrait paraître en octobre 2023. C'est ça, vous nous l'avez teasé plusieurs fois sur ce plateau, ce livre. Je vais vous dire que vous allez venir nous en parler de ce livre. Élodie, c'est à vous que je donne la parole. Mais avant de débattre de la question de la génération Z, vous allez la voir à l'image. Tiens, on a des images aujourd'hui réalisées par les étudiants de l'EFJ, une école de journalisme. Ils ont donné la parole aux jeunes sur leur rapport au travail, au contrat de travail, en quelque sorte, pour nous projeter sur ce qu'ils attendent de leur relation au travail. Écoutez. Le freelance, ce n'est pas quelque chose que j'envisageais en sortant d'études, même pas forcément à l'instant T. Je voulais d'abord, après mes stages, quand même avoir une expérience dans une grosse entreprise avec toute la partie de la structure, la hiérarchie, l'accompagnement, que je trouve être en tout cas une bonne école pour les jeunes diplômés. Pour un début, ça serait bien d'être salarié parce que forcément, je pense que tu es plus entouré de professionnels dans le même domaine que toi. Et après, une fois que tu as des bonnes compétences, là, pourquoi pas entrer dans l'entrepreneuriat, créer sa propre marque. Je me vois travailler autant en tant que salarié qu'en tant qu'entrepreneur. Ce qui va être décisif pour moi, c'est le sens qu'il y a dans une entreprise. Et donc, si je suis entrepreneur, c'est quelque chose qui a forcément du sens pour moi. Alors que si je suis salarié, je vais avoir cette petite subtilité-là où je vais faire attention à ce que l'entreprise soit dans des valeurs qui me correspondent. Mon contrat idéal, c'est d'être indépendant,
de créer ma propre boîte, ma propre entreprise ou créer quelque chose de moi-même, voilà. Être mon propre patron. Un contrat de travail que je puisse gérer toute seule, c'est-à-dire que je puisse organiser mon temps de travail comme je le souhaite et pas qu'il y ait des heures fixes de bureau comme 8h, 21h, enfin 8h, 20h plutôt, et que ce soit plutôt, je gère vraiment comme je veux, je peux travailler de chez moi ou aller au travail, c'est vraiment comme je le souhaite. Je serais beaucoup plus épanoui si j'avais des contrats différents dans plusieurs endroits et donc pas des contrats à temps plein. Je pense que plus qu'un CDI ou un CDD ou le fait d'être auto-entrepreneur, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une complémentarité, donc d'avoir plusieurs contrats et d'avoir pas plusieurs vies en une, mais d'avoir plusieurs vies en même temps. Voilà, les étudiants de l'EFJ, j'ai envie de dire, Mathilde et Elodie, il y a tout dans ce qui a été dit. Je vous ai coupé la parole, Elodie. Il y a le profil de salarié et entrepreneur en même temps, il y a le mot valeur qui est sorti, il y a plusieurs vies en même temps. Est-ce que ce micro-trottoir réalisé par des étudiants d'école de journalisme incarne les fameux étudiants ou jeunes de la génération Z? Est-ce que c'est ceux dont on parle? Oui, exactement. En fait, ce qu'ils recherchent, c'est la complémentarité. Et quand on parle de complémentarité, on ne recherche plus forcément le même métier, le CDI pour toute une vie. D'ailleurs, on se dit, est-ce que le métier existera toujours demain? Ils préfèrent plutôt travailler en mode mission. Sauf au début. Oui. Pour se rassurer. Pour se rassurer au départ, mais plutôt travailler en mode mission, travailler 4 jours en entreprise, 1 jour, voilà, pour créer sa propre entreprise, ou travailler en association, ou faire quelque chose qu'ils aiment. Et on voit bien que derrière, en fait, tout ça, la place du travail est complètement différente aujourd'hui dans la vie des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Et aussi des moins jeunes, parce qu'il y a aussi les 45 ans qui disent change de vie, Covid aidant, moi aussi je réinvente ma vie. Mathilde Lecos, vous vous retrouvez dans ces jeunes qui, notamment ce garçon qui dit moi je voudrais être à la fois salarié, entrepreneur, et en plus, si je suis salarié, il faut qu'il y ait des valeurs. Alors complètement, c'est ce que j'ai pu constater au cours d'une étude qu'on avait fait, on avait échangé avec Elodie il y a quelques années, mais surtout c'est ce que je constate sur le terrain quand on va embaucher aujourd'hui des jeunes diplômés, c'est le cas chez Mazars. Des consultants? Des consultants, des auditeurs financiers. Effectivement, la notion de CDI, tout de suite vient en tête l'exclusivité, et c'est-à-dire l'incapacité à pouvoir faire autre chose. C'est-à-dire, plutôt que de voir le CDI comme quelque chose qui protège, comme était pensé, ça va plutôt être quelque chose qui aliène et qui va m'empêcher de faire autre chose. Comme une prison. Comme une prison. Et effectivement, aujourd'hui, les gens aspirent, alors peut-être pas les jeunes tout de suite à ne faire que de l'auto-entrepreneuriat ou être freelance, mais en tous les cas, d'avoir à minima une activité en tant que salarié dans laquelle ils vont pouvoir apprendre, on va leur transmettre, et aussi une expérience d'auto-entrepreneur, donc c'est le fameux phénomène des slashers, pour se révéler. Donc c'est-à-dire, en fait, c'est vrai que l'activité à son compte, on appelle ça aussi les solopreneurs, il y a vraiment cet aspect de sens et de capacité à se révéler, à travers cela. Comme ce garçon qui, lui, ne dit immédiatement, et ça renvoie, vous savez, avec mon tropisme freudien, je veux être indépendant, je ne veux pas avoir de patron. Hein. C'est son mot, pas de patron. Ça, c'est intéressant. En fait, c'est intéressant. Ils ont quand même besoin d'un patron, mais le rapport à l'autorité est différent. Parce qu'en fait, ils ont énormément besoin de feedback, ces jeunes-là. Mais ils ne vont plus forcément attendre l'entretien d'évaluation au bout d'un an. Pour faire le point, c'est trop tard, on les aura déjà perdus. Un petit éclairage juridique pour les jeunes et moins jeunes qui nous regardent. Source, évidemment, c'est le Code du travail issu du gouvernement, code du travail.gouv, la définition du rapport de subordination. Quel que soit le type de contrat de travail, lien par lequel l'employeur exerce son pouvoir de direction sur l'employé, pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner la mauvaise exécution des ordres. Ça, c'est la partie théorique. Et ici, sur ce plateau, vous me dites, et dans vos réalités, d'ailleurs, réalité chez Mazars, c'est plus compliqué que cela. Parce que, évidemment, il y a un rapport juridique qui, normalement, autorise l'employeur à pouvoir contrôler le travail, mais on voit que tout ça est totalement dérégulé, disrupté, que le manager lui-même est challengé, qu'il a du mal parfois à donner des ordres et à faire exécuter le travail. C'est ça la réalité aussi. Alors, oui, même si... Alors, je dirais oui aujourd'hui avec l'émergence du télétravail, le travail à distance, la prestation aussi, beaucoup de métiers dans la prestation intellectuelle qui fait que est-ce qu'on a besoin d'être toujours physiquement ensemble et du coup, si on est dans un mode hybride, c'est plus compliqué. Mais pour autant, quand j'entends la définition, je pense que c'est ça justement que les gens aussi fuient dans le sens, je préfère travailler pour un client que pour un patron. C'est dans la philosophie de dire, pas parce qu'on exige de moi
moi que je dois faire la tâche, mais C'est parce ça, que j'ai l'enjeu. envie de le faire, parce que je me sens engagée, j'admire la personne, ou ça a beaucoup de sens à mes Donc je yeux. veux le servir, puisqu'on sert un client. Exactement, et c'est pas, mais C'est pas intéressant, parce qu'on a exigé ça de moi. C'est vraiment une philosophie. Je sers un client parce que dans mon libre arbitre, j'ai fait le Voilà. choix. Je subis un rapport de subordination et donc, de fait, Élodie, un CDI. Enfin, il s'est quand même passé une petite révolution chez nos jeunes, là, quand même. En fait, ce qui est Enfin, intéressant... nos parents des années 60, là, Ouais. c'était pas pareil, quand même. Mais en fait, ce qui est important aussi de comprendre avec eux, c'est quand on les analyse, et ça c'est aussi mon boulot de chercheur, hein, dans la vie quotidienne, on voit bien que la manière avec laquelle ils recherchent de l'information est différente. Oui. Ils zappent aussi. En fait, on est face à un zapping culturel. Quand ils recherchent de l'information et quand ils ont accès à l'information, ils vont sur les réseaux sociaux et sur Internet pour 75% d'entre eux, quand ils ont envie d'avoir de l'accès à l'information. C'est pour la presse écrite, pour la télévision, pour les médias traditionnels. Voilà, ils ne vont plus sur les médias traditionnels, ils vont aller se renseigner sur le monde via les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Pareil dans leur choix d'entreprise, donc. Et donc, voilà, Eh oui. on est dans un zapping culturel et on passe à un zapping aussi professionnel. Et dans le choix de l'entreprise, c'est aussi la manière avec laquelle ils cherchent un travail ou on peut aussi parler d'engagement. Est-ce qu'ils sont toujours engagés à l'entreprise ? Mais là, on évoque, je dirais, un phénomène sociologique de transformation du rapport au travail. Pas d'enfermement, pas d'emprisonnement, liberté. Je veux me révéler. Vous qui êtes à la tête des RH d'une très belle entreprise, Mazars, est-ce que vous trouvez que la qualité de travail est au rendez-vous ? Parce qu'on a des chefs d'entreprise qui vous disent, bon, c'est sympa, ils sont très dynamiques, ils veulent que ça bouge, mais au final, ma qualité n'est pas très bonne. Ou alors je suis un peu réac, un peu de jeu. Non, mais ce débat, qu'est-ce qu'on l'a ? On l'a Bah oui. tout le temps en entreprise. C'est aussi beaucoup, parfois, des oppositions intergénérationnelles. Ce qui est sûr, c'est que... faut pas faire non plus une caricature absolue où tout le monde va se revérifier. Je pense que oui, effectivement, c'est une génération qui, comme on l'a dit, est en quête d'émancipation et de liberté, qui est très engagée. C'est juste que les leviers d'engagement sont extrêmement différents de ceux peut-être qu'on utilisait pour les aînés. Et donc, en fait, ce qui marchait avec certaines générations ne marche pas avec eux. Et donc le comme on n'a contrat pas marchait, changé, il a marché 40 ans, mais là, il marche moins. et il faut trouver d'autres façons. Cette symétrie des attentions doit se réinventer. Et c'est pas à eux de s'adapter, c'est peut-être aussi dans l'entreprise, aux managers et aux générations aînées, de s'adapter parce que le langage n'est plus le même. Et je dirais, comme on a vu la même évolution dans l'éducation familiale, enfin, je pense que pourra témoigner, on n'éduque pas non plus les enfants de la même manière. On voudrait qu'ils arrivent en entreprise et qu'ils soient différents quelque part des individus qu'on a accompagnés. Vous voyez qu'on revient toujours à notre relation au père, à la mère, à l'éducation et aux valeurs, parce qu'ils sont aussi les éponges de ce qu'ils vivent en famille avec des parents engagés sur l'écologie, sur tous ces sujets. Il n'y a que 19%, ça c'est un chiffre qui est quand même très intéressant, des personnes issues de la génération Z, donc arrêtez-moi si je me trompe sur la tranche d'âge, nées entre 96 et 2012, 1996, sont prêtes à travailler pour une entreprise qui ne partage pas leurs valeurs, seulement 19%. Donc on considère que le reste ne va dans l'entreprise que parce qu'elle porte des valeurs. Le défi est immense pour l'entreprise. Et ce sont des questions qui posent aujourd'hui dans les entretiens de recrutement. Quelles sont les valeurs de l'entreprise ? Est-ce que vous êtes engagé en RSE, etc. Donc, et aujourd'hui, les figures d'ailleurs de jeunes emblématiques qui vont parler, révéler leur engagement dans l'environnement, Greta Thunberg, Johnny McGauler, mais on a aussi des jeunes Français aujourd'hui qui parlent et qui témoignent. Et donc ces jeunes vont s'identifier à eux. Et quand on parle de la famille, bien évidemment, toutes les études en sociologie montrent bien que dans notre société occidentale, la relation parent-enfant, on est beaucoup plus sur une relation égalitaire aujourd'hui. L'obéissance exacerbée de nos enfants de la part des parents, ça ne marche plus. L'avant 68, ça ne marche plus, ça. C'est compliqué. Donc quand ils se retrouvent demain dans des familles parfois monoparentales ou des couples qui ont divorcé. Enfin, je veux dire, c'est un élément dont il faut tenir compte. Quand même, sur la suite de notre histoire, pour pousser jusqu'au bout notre logique, si le contrat de travail n'est plus plébiscité, il y a quand même un endroit où, tout d'un coup, le contrat de travail revient au visage de ce jeune de la génération Z, c'est quand il décide d'acheter un appartement. C'est quand il décide de s'engager, de se marier et de se dire, bon, je vais poser ma famille dans une maison. Puis là, il a un banquier en face qui, très gentiment, lui dit, écoutez, je vous trouve formidable,
ça ne marchera pas. Complètement. Compliqué, là, cette affaire. Complètement. Et d'ailleurs, même avant qu'ils soient confrontés, leurs aînés leur disent choisis un CDI Mais parce évidemment. que tu vas devoir te loger, acheter, etc. Oui, mais ce que je constate aussi, enfin, Elodie, je ne sais pas si tu as le même regard, c'est que quand ils arrivent sur le marché du travail, ils sont beaucoup moins prêts à penser à tout ça. Pour eux, c'est dans bien plus longtemps. Vous le voyez, ça, chez Mazars, c'est une vision plus sur le voyage, sur l'immédiateté, le plaisir présent. En tout cas, un rapport au temps beaucoup plus court. Ouais. Je prends un exemple, les sujets de parentalité. Je pense qu'il y a peut-être 20 ans, on arrivait dans une entreprise. Je ne dis pas qu'on allait être maman ou papa à 24 ans, mais on questionnait. Ouais. C'était des choses qu'on disait, bon, alors qu'aujourd'hui, ils arrivent à 23 ans, mais avant 10 ans, ils n'y songeront pas. Enfin, on sait qu'on a des enfants, on songe à tout ça. 32, 33, 34. Souvent, l'âge, je crois, du premier enfant. Donc, on voit bien que tout ça est loin et ils se disent, on a le temps. Donc, en fait, quelque part, il y a un petit peu plus de... pas de naïveté, mais je verrai ce qui arrivera. Ouais, voilà, c'est je vrai. me laisse vivre et je vois les choses arriver au fur et à mesure. Mais est-ce que l'experte, la chercheuse que vous êtes, vous nous dites pas, et je veux dire, il n'y a pas de jugement à avoir sur ce plateau, mais on est quand même dans une société de plus en plus centrée sur elle-même, sur l'individu, sur son bien-être, Est-ce que ça raconte pas ça aussi, ce phénomène? Moi, je dirais... Moins de collectifs, plus d'individus. Alors, pas avec la génération Z. Quand on dit moins de collectifs, je dirais au contraire plus de collectifs. Parce que ce qui est important pour eux, c'est le réseau, la communauté, c'est ça qui les fait vivre. Donc on est dans une société post-moderne, hyper moderne. C'est-à-dire que, voilà, ce que tu disais tout à l'heure, c'est exact. Ce sont aussi des jeunes post-matérialistes. C'est-à-dire que l'important pour eux, c'est pas d'avoir la plus belle maison, la plus belle voiture, etc. Ils vont être dans le partage, dans l'échange, dans le vélib, on va se débrouiller dans la colocation, etc. Plutôt urbain, ce que vous nous décrivez, Elodie. Enfin, j'essaie de me projeter sur le petit apprenti qui se déplace en mobilette pour aller faire son CAP boulangerie, qui fait ses 30 bornes le matin. C'est pas cette population-là, c'est une population diplômée. Là, on est plutôt sur une population diplômée. Bac plus 5, ouais. Plutôt urbaine. Oui. Sur ces questions-là, oui, exactement. On est d'accord. Oui. Si on est plutôt sur des jeunes de milieux plutôt précaires, là, bien évidemment, l'importance du contrat, l'importance du salaire, on va moins dans des quêtes de sens, etc. Quand on parle de quêtes de sens, etc., on est plutôt sur une jeunesse un petit peu dorée, entre guillemets. Un peu bobo, pour le dire avec des guillemets, mais il y a un peu de ça. Ils savent que derrière, il n'y a pas trop de risques et qu'ils peuvent enclencher une démarche plus philosophique finalement sur leur vie. Mais même, c'est des tendances quand même qu'on retrouve quand même globalement. Pareil, la numérisation, on le retrouve chez tous les jeunes. Le jeune apprenti boulanger, l'importance du collectif, on l'aura. Le sens, le sens, il est là. Tout le monde. On ne va pas résoudre le problème là aujourd'hui, mais est-ce que vous constatez cette espèce de révolution copernicienne qui est en train de nous balayer là? Complètement, et je pense que ça appelle encore une fois à questionner aussi peut-être notre droit du travail en France, la manière dont un certain nombre de choses aujourd'hui sont légiférées, parce que effectivement les mœurs évoluent. Et on parle de la nouvelle génération, mais parce que c'était le sujet, mais en fait tous ces phénomènes-là, on est en train de les retrouver dans la génération Y ou X, c'est-à-dire aujourd'hui des quarantenaires, ou quand on a 50 ans, on peut vouloir aspirer à se dire je vais changer, je veux du sens, je veux plus d'équilibre, ou vous en avez deux bons exemples. Je veux avoir plusieurs jobs en même temps parce qu'en fait, c'est épanouissant. On va trouver des choses différentes. C'est le cas. Et donc, ça DRH Mazars, mais le Lab RH vous prend énormément de temps. Et l'un répond à l'autre. Excusez-moi, parce que ça vous concerne directement dans vos vies personnelles. Mais vous avez besoin de ces deux éléments qui se répondent l'un. C'est ça qui est intéressant intellectuellement. Moi, je suis aussi enseignant-chercheur et conférencière en entreprise. L'un nourrit l'autre. En fait, c'est complètement complémentaire. Bien sûr. Et on rayonne, on travaille. Donc vous vous sentez meilleur finalement par ce jeu de va-et-vient d'espaces différents, c'est ça meilleur, il y a des choses, c'est aussi des tâches, des choses où on ne va pas exprimer les mêmes compétences, donc qui peuvent nous épanouir de manière différente. Et surtout, in fine, je pense que nos organisations pour lesquelles nous travaillons gagnent et aussi on récupère une partie de cette valeur-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un enjeu pour les entreprises aussi de l'autoriser, parce que c'est pas à côté. Tout ça va venir nourrir dans une globalité nourrissante intellectuellement. Quand même, les DRH, ils ont du chemin. Je ne dis pas que les DRH ne font pas leur travail, alors, attendez, mais il y a quand même une révolution à faire aussi au niveau des COMEX pour faire comprendre aussi aux COMEX qu'on ne recrute plus pareil, que ça ne marche pas comme ça, parce que parfois c'est je le veux pour demain et en fait la DRH se retrouve confrontée à des... C'est ça la réalité des DRH. Ils galèrent. Complètement.
Je pense que c'est DRH, dirigeants, managers. Oui, ça nécessite aussi un lâcher-prise et on va le retrouver sur le sujet du management ou des contrats. peu de Les gens ne psychologie. nous appartiennent pas. Ouais, c'est ça. En fait, aujourd'hui, oui, la société évolue. On est tous en quête d'émancipation et de liberté. Et quand aujourd'hui, c'est nous qui apportons des compétences à nos organisations, la symétrie des attentions, c'est aussi dans le respect. Et donc, ça ne peut pas être qu'une relation de pouvoir dans un sens. Symétrie des attentions, ça c'est intéressant, c'est la psychologie que peut porter le manager, le dirigeant, pour donner aussi à l'autre l'envie de rester et de s'engager. C'est ça aussi l'enjeu. Le jeune, s'il n'est pas bien, il s'en va. Hein. Le jeune, s'il n'est pas bien et s'il est dans une certaine routine et qu'il n'apprend pas, il part. Donc il veut une entreprise partageante, apprenante. Et pour lui, on passe d'un manager chef, où la notion de chef est beaucoup remise en cause par ces jeunes, chef, pour ne pas dire. à un manager coach facilitateur qui va développer des compétences beaucoup plus émotionnelles, ce qu'on parle de soft skills. Fais-moi grandir. Exactement. C'est ça l'idée. L'empathie, l'écoute, la confiance. Débat passionnant. On est où, là, juste avant de nous quitter, dans l'évolution de ce processus? On est en train de finir un cycle ou on l'entame là? Comment vous le voyez? Pour moi, on ne le finit pas du tout. On l'entame et après, voilà, il y a des entreprises qui sont plus avancées que d'autres. Mais on l'entame, oui. Vous êtes d'accord, on l'entame? Je suis d'accord, je pense qu'on n'est qu'au début, et c'est d'ailleurs ce qui est assez enthousiasmant. Ouais, c'est une aventure assez incroyable de vivre cela, de cette transformation du monde du travail. Après, il faut que les institutions bancaires, je les recite, et quelques autres suivent aussi et acceptent ces profils un peu atypiques. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci Mathilde Lecoz. Merci beaucoup. DRH Mazars, présidente du LabRH, 2 activités et qui se répondent évidemment. Élodie Gentilin, merci, associée de professeur associé à l'IESEG of Management, et vous êtes conférencière en entreprise, vous nous l'avez dit, épanouie finalement dans toutes ses fonctions et toutes ses activités. Merci de nous avoir rendu visite, et un livre que vous viendrez nous présenter en octobre prochain. Oui. Encore un petit peu de temps. Ou peut-être qu'il sera publié avant, on l'espère, j'ai quasi fini. Ah, il est fini. Donc c'est un débat d'éditeur. Envoyé à mon éditeur. Exactement. Voilà, c'est l'éditeur qui tranche. Merci à vous deux, mesdames. On termine justement, avec les salaires, parce que, bon, oui, le CDI peut-être, mais le salaire, il compte quand même, et les chiffres chez Robert Walters, en général, sont assez observés. C'est tout de suite, et c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et les perspectives de salaire pour l'année 2023, avec évidemment la Bible Robert Walters France qui publie des chiffres qui permet de se situer, de les consulter. Et on en parle avec Coralie Rachet. Bonjour Coralie, ravie de vous accueillir, directrice générale de Robert Walters France. D'abord un petit mot un peu sociologique, mais qui sort, avant de parler des chiffres et des augmentations, 87% des cadres, ça c'est très intéressant, ont songé à démissionner en 2022. Tout à l'heure on parlait de la génération Z qui bouleversait un peu le rapport au contrat de travail. Les cadres aguerris, eux aussi, ont la tentation de Venise. Alors, on a eu cette tentation et ce chiffre a été noté en 2022, 9 cadres sur 10 qui ont décrété qu'ils étaient prêts à changer d'emploi. La tendance est encore là, si on parle de 2023, puisque 71% d'entre eux disent vouloir changer de poste dans les 2 ans à venir. Donc je redonne l'ambiance et le contexte général qui reste très tendu sur le plan du marché de l'emploi et des candidats qui sont en force avec les chiffres dont on va discuter. En force, et aussi parce que le marché de l'emploi est dynamique et donne peut-être plus envie aux cadres d'aller voir ailleurs, parce que quand le marché est complexe, là aujourd'hui ça bouge pas mal. La dynamique est exceptionnelle. On a parlé d'un marché euphorique, d'une croissance, d'un moment inédit, peut-être 2-3 chiffres quand même pour remettre ça dans un élément de contexte. Année record pour les cabinets de recrutement, 44% de taux d'intermédiation, c'est un chiffre record quand il plafonnait à 30%. Niveau de volume d'offres d'emploi qui est supérieur à celle d'avant-crise 2019, plus 49% par rapport à l'année passée. Et peut-être un dernier chiffre qui vient renforcer le sujet de la confiance des cadres, c'est un chiffre qui a été paru par la DARES, pas par Robert Walters, qui rappelle que 8 cadres sur 10 retrouvent un emploi en moins de 6 mois. Donc ça réexplique la confiance des cadres, cet dynamisme et cette confiance qu'ont les cadres aujourd'hui sur une potentielle mobilité. Avec des secteurs plus phares que d'autres, on le voit, le secteur de la tech, de la finance, du commercial aussi, parce qu'il y a aussi besoin de pousser un mot quand même, et il est important celui-là, parce que c'est les augmentations de salaire des cadres. Alors évidemment, tout ça est une moyenne, c'est toujours compliqué, parce qu'il y a au-dessus et en dessous, mais le chiffre que vous publiez est 4% d'augmentation des salaires des cadres pour les collaborateurs, c'est important de le préciser, déjà en poste, pas ceux qui sont dans une négociation de changement de poste. C'est un bon chiffre, facialement, mais qui est en dessous des 6% d'inflation.
Bon point. Donc bon chiffre, oui, 4%, ça fait 20 ans qu'on produit cette enquête de rémunération chez Robert Walters. C'est un niveau record, historique. On n'a jamais eu de prévision de ce niveau-là. Donc tout le monde s'accorde à dire, et j'allais dire, les entreprises ont conscience de l'importance d'avoir augmenté et d'augmenter encore significativement les rémunérations. Donc 4%, c'est un chiffre haut, mais comme vous le notez, 4%, c'est pas le niveau de l'inflation. Donc on se retrouve avec un sujet d'équation compliqué à résoudre, avec des cadres qui attendent des niveaux de rémunération, d'augmentation supérieure. Avec ce chiffre donc des 71% de cadres qui souhaitent demander une augmentation dans l'année, c'est-à-dire qui vient faire écho à ce que vous nous dites, je vous vois faire la moue, mais qui est quand même de dire j'ai eu 4, c'est un très bon chiffre, sauf qu'il ne correspond pas à ce que je voulais, parce que je parle de ceux qui sont en poste, on parlera de ceux qui prennent le risque de quitter leur entreprise, mais il y a un peu de ça. On dit à la DRH, écoutez, ça me va, j'ai pas le choix, mais vous voyez bien que le compte n'y est pas, c'est ça l'enjeu. C'est de travailler. Effectivement, l'enjeu pour les entreprises, c'est l'attraction, dont on parlera probablement tout à l'heure, mais l'engagement des cadres. 95% des entreprises disent qu'elles sont préoccupées et concernées par le fait qu'il y a un désengagement potentiel des cadres. La rémunération reste la priorité number one. Les cadres ont beaucoup d'attentes, mais ça reste la priorité. On le rappelle. Ouais. Donc oui, il y a un enjeu d'individualisation et trouver d'autres solutions alternatives pour garder la motivation et l'engagement. Oui, d'autres leviers, effectivement, en marque employeur pour essayer de permettre l'intéressement, la participation. Il y a plein d'outils. 17%, là, ce chiffre est intéressant. Plus 17% d'augmentation de salaire des cadres pour les collaborateurs prenant le risque de quitter leur entreprise. Ça, c'est un vieux truc qu'on entend dans les grandes entreprises. Si tu veux gagner plus, tu pars, puis tu reviens. Il y a cette idée, va faire un tour à l'extérieur, tu vas faire monter ton salaire et tu reviendras avec. C'est ça la stratégie ? J'adore votre point. C'est une des alternatives dont on a parlé. Donc 17%, oui, ça prend la prime de risque. Encore une fois, un risque relatif, le marché est très très bon pour les cadres, donc ils le retrouvent, mais c'est une prime de risque. Et une des tendances dont on a beaucoup parlé cette année, c'est ce que vous décriviez, qui est le recrutement boomerang, qui permet de sortir des grilles de rémunération, qui a été une réalité cette année. Et quand on sait que 72% des cadres sont prêts à revenir sur la proposition de leur ancien employeur, si elle avait été faite de manière respectueuse, une sortie, ça rappelle l'importance de soigner l'offboarding et de ne pas traiter une démission comme une trahison, mais potentiellement une extension ou un retour à un moment ou à un autre. Se donner envie de laisser partir pour le laisser mieux revenir. Mieux revenir, exactement. Il faut être stratège sur ce sujet. Un mot quand même, parce qu'il nous reste peu de temps, mais il y a quand même des secteurs, ressources humaines, la moyenne des augmentations en prévision, c'est plus 7, donc on parlait de plus 4 en moyenne. Le juridique, plus 9 en moyenne. Non, il faut plus 6 dans la finance, et on est à plus 7 dans la data et l'IS. Ça veut dire que ces 4 secteurs-là sont largement au-dessus des 4%. Sont largement au-dessus. Toutes les fonctions régaliennes ont vraiment tiré parti de cette pénurie de talent et cette nécessité de jouer la phase d'accordéon avec des nouvelles expertises attendues, plus sur le droit social, sur des éléments de fiscalité, la data dont vous parliez, la cybersécurité. Donc on a beaucoup de métiers qui sont en tension, beaucoup de postes en CODIR, en COMEX. Donc oui, on a beaucoup de métiers en tension qui profitent. Allez voir les perspectives Robert Walters 2023 par vos secteurs, c'est encore plus précis évidemment dans l'étude. Merci Coralie Rachet d'être venue nous rendre visite, directrice générale de chez Robert Walters France. Voilà, j'ai tout dit dans le bon ordre. Merci de nous avoir rendu visite, l'émission est terminée. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Raphaël à la réalisation, merci à Saïd au son, merci à Nicolas Juchat évidemment et merci à Laure Hélène pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité, je vous dis à demain. Bye bye.